Bien, bonjour, donc je suis ravi de vous expliquer aujourd'hui un peu ce qu'est un trou noir. Donc ce que je vais simplement tenter de faire de façon résumée et informelle, c'est reprendre un peu les bases d'une conférence que j'avais donnée il y a quelques mois au Grand Théâtre de Montreuil. Donc elle était destinée à des enfants, comme vous l'êtes aujourd'hui. Alors là-bas vous êtes à 400, aujourd'hui vous êtes 4, donc ça va être beaucoup plus informel, c'est très bien, on est entre nous. Ce que je promets, c'est d'essayer vraiment d'être aussi simple que possible. J'ai parfois dans mes communications un vocabulaire un peu poétique ou philosophique. Là, je vais vraiment tenter de demeurer factuel pour être aussi limpide que je sais l'être quant à la définition de ces petits objets fascinants que sont les trous noirs. Alors, qu'est-ce qu'un trou noir? C'est effectivement une question délicate et pourtant essentielle. On peut pourtant les définir et les comprendre de façon relativement simple. Imaginez qu'ici je jette sur la Terre une pierre vers le haut. Cette pierre va monter et puis elle va redescendre. Elle va redescendre parce qu'elle sera attirée par le champ gravitationnel de la Terre. Mais vous imaginez bien que si je la lance extrêmement vite, au bout d'un moment, elle finira par ne plus redescendre. Elle va s'échapper dans l'univers. Et cette vitesse limite à partir de laquelle un corps ne retombe plus, parce que je l'ai lancé suffisamment rapidement, on la nomme vitesse de libération. Alors au voisinage de la surface de la Terre, ici, la vitesse de libération c'est environ 11 km par seconde. C'est énorme, hein. Si j'arrivais à lancer un objet plus vite que 11 km par seconde, eh bien l'objet ne retomberait jamais. La lumière, elle va à 300 000 km par seconde. Elle va beaucoup plus vite que la vitesse de libération, et donc si ici je me torche, et que je la dirige vers l'extérieur, la lumière va effectivement s'échapper de la gravité terrestre. Mais imaginez maintenant qu'une main de géant vienne en quelque sorte contracter la Terre, vienne la compresser en un objet qui serait plus dense, qui aurait la même masse, mais qui serait plus petit. Eh bien, naturellement, vous voyez que la libération sera plus délicate à obtenir. Il faudra que je lance l'objet plus vite, si je veux qu'il s'échappe au champ gravitationnel de la Terre. Tout simplement parce que la Terre étant maintenant plus dense dans mon exemple, il est beaucoup plus compliqué de s'en échapper. Et imaginez maintenant que je compresse tellement la Terre que la vitesse nécessaire pour s'en échapper devienne plus grande que la vitesse de la lumière. Ce que ça signifierait, c'est que même la lumière serait incapable de s'échapper de cet astre. Et c'est très exactement la définition d'un trou noir. Un trou noir, c'est un corps céleste pour lequel la gravitation, c'est-à-dire le champ qui nous attire vers le bas, qui définit en fait ce qu'est le bas, eh bien la gravitation devient tellement grande que la vitesse nécessaire pour s'extraire de la gravitation serait plus grande que la vitesse de la lumière. Or, rien ne peut aller plus vite que la lumière, donc rien ne peut s'échapper d'un tel objet. Alors vous savez, contrairement à ce qu'on dit parfois, ce n'est pas une invention d'Einstein, hein. Les trous noirs, on avait compris leur existence possible, si vous voulez, leur existence théorique, dès le XVIIIe siècle, avec Mitchell et Laplace, mais ce n'est que récemment qu'on a véritablement compris qu'ils pouvaient exister réellement dans l'univers. Parce que si vous reprenez l'exemple de la Terre, et que vous vous demandez, mais de combien faudrait-il la compresser pour qu'elle devienne un trou noir? On peut le calculer, hein, c'est facile. On sait comment varie la vitesse de libération, la vitesse qu'il faut donner à un corps pour qu'il ne retombe jamais, en fonction de la densité de l'objet. Et on trouve qu'il faudrait comprimer la Terre dans une sphère de quelques millimètres seulement de diamètre pour que celle-ci soit un trou noir. Ça paraît impossible. Regardez autour de nous, les montagnes, les océans, le noyau terrestre. Comprimer tout ça en quelques millimètres, ça dépasse l'imagination. Et c'est la raison pour laquelle on a longtemps cru que les trous noirs étaient, si l'on peut dire, des objets purement théoriques, qui étaient désinvestis d'une véritable existence dans l'univers. Et la créance commune, si vous voulez, la vision globale des scientifiques, a récemment changé sur ce point-là. Alors la question de se dire, existe-t-il vraiment, est toujours un peu délicate, parce que vous savez, l'existence en science, c'est une question qu'il faudrait travailler philosophiquement. Mais en tous les cas, si on reste au sens usuel du terme, qu'on ne se pose pas pour le moment de questions trop métaphysiques, oui, on peut considérer maintenant que les trous noirs existent vraiment. Je dirais qu'ils font partie des objets relativement banals pour les astrophysiciens. On estime très grossièrement qu'il devrait y avoir environ 100 millions de trous noirs dans notre galaxie, la Voie lactée. Vous savez, c'est notre petit îlot d'univers, c'est vraiment la proximité directe de la Terre à l'échelle de l'univers. Et bien dans ce petit monde qui constitue notre ensemble d'étoiles, il devrait y avoir plusieurs dizaines ou centaines de millions de trous noirs, donc ce ne sont même plus vraiment
des objets très rares du point de vue de l'astrophysique et de la cosmologie contemporaine. Alors je viens de vous dire qu'il faudrait obtenir des densités extrêmes, comprimer la Terre dans quelques millimètres pour faire un trou noir, et ça paraît impossible. Mais en fait, ce n'est pas toujours vrai, ces densités extrêmes. Et c'est pour ça que probablement les trous noirs existent vraiment. Parce que lorsqu'ils sont plus massifs, plus gros, eh bien la densité nécessaire pour former le trou noir est beaucoup plus faible et donc beaucoup moins délicate à obtenir. Par exemple, le trou noir très massif, qui fait vraisemblablement quelques millions de fois la masse du Soleil, qui se trouve au cœur de notre Voie lactée, de notre petit îlot d'univers, aurait une densité qui serait guère supérieure à celle de l'eau. Vous voyez, ce n'est plus si extraordinaire que ça. Et pour les trous noirs hypermassifs, qui feraient quelques milliards de fois la masse du Soleil et qui semblent exister dans l'univers, la densité ne serait pas supérieure à celle de l'air. Autrement dit, il n'est pas exclu que des trous noirs existent, et il est même presque certain que des trous noirs existent, et vous commencez à sentir que quand le trou noir est suffisamment massif, les conditions physiques qui sont nécessaires pour le créer ne sont pas si extrêmes que cela, parce que les densités ne sont finalement pas si déraisonnables. Alors, est-ce qu'on est sûr quand même? Est-ce qu'on les voit, les trous noirs? Est-ce qu'on a des indications directes de leur existence? Vous savez, c'est une question un peu délicate parce que dans le quotidien, la vision c'est très important. Ce qu'on voit, c'est quand même ce qui est fiable. Mais il faut faire attention à cette idée-là. Parce qu'en physique, la physique c'est la science de la nature, on a parfois des indications de l'existence des choses qui sont extraordinairement fiables, parfois même plus fiables que la vision, et qui ne passent pas par la vision. On n'a jamais vu un quark de façon directe, et pourtant ces petits objets qui sont au cœur des noyaux d'atomes, pratiquement personne aujourd'hui ne doute de leur existence. Est-ce que vous avez déjà vu un champ magnétique? Non. Pourtant vous avez déjà utilisé des aimants, et vous ne doutez pas de l'existence du champ magnétique. Est-ce que vous avez déjà vu l'amour? Non, ça ne se voit pas, mais ça existe. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Par exemple, vous voyez les étoiles scintiller. C'est-à-dire que leur éclat change comme ça le soir. Mais c'est pas vrai. En fait, elles ne scintillent pas. C'est une illusion qui est due à la présence de l'atmosphère. Donc la vision, c'est intéressant, mais ce n'est qu'un seul des moyens de sonder l'univers. Et pour nous autres physiciens, on peut avoir des indications très fiables de l'existence d'objets sans les voir directement. Et c'est exactement ce qui se passe avec les trous noirs. Alors ça, c'est un dessin, c'est pas une photo, mais on voit concrètement des grands jets comme ça de particules très relativistes, c'est-à-dire très rapides, qui sont effectivement émises par des trous noirs. Alors ça ne vient pas de l'intérieur du trou noir, parce que comme on vient de le dire, rien ne peut s'extraire d'un trou noir, ça vient du voisinage du trou noir, mais aujourd'hui on n'a pas de meilleure explication pour rendre compte de ces phénomènes que l'existence réelle de trous noirs. Alors vous pourriez me dire, oui mais on n'a pas de meilleure explication, c'est pas une preuve. Mais c'est toujours comme ça en science. En science, on n'a jamais de preuve directe. Ce qu'on a, c'est un panorama d'explications possibles, et quand une explication est vraiment meilleure que toutes les autres, eh bien on va considérer qu'en fait c'est la bonne explication et qu'on a découvert le phénomène. Vous savez, un peu comme il y a quelques années, on a vu ce fameux boson de Higgs auprès du grand accélérateur LHC de Genève. Je ne vous dis pas ce que c'est maintenant le boson de Higgs, c'est un peu compliqué, c'est lié à la masse des particules, c'est lié à ce qu'on appelle des brisures de symétrie, peu importe. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on ne voit pas directement le boson de Higgs. En fait, on voit deux photons, deux grains de lumière. Mais il y a consensus dans la communauté pour considérer que la meilleure explication possible de cette présence particulière de deux photons, c'est le boson de Higgs. Donc la science, ça marche comme ça. C'est jamais une certitude totale et absolue, mais c'est une explication qui devient tellement meilleure que toutes les autres que finalement on considère que c'est la bonne. Et c'est un peu ce qui se passe pour les trous noirs. On a effectivement une manière d'interpréter beaucoup de phénomènes physiques qui ne s'interprètent que par les trous noirs de façon convaincante, et comme en plus nos modèles théoriques qui décrivent l'évolution des étoiles prédisent de façon presque inévitable la formation de trous noirs, eh bien on a une théorie qui permet de les comprendre, on a une théorie qui permet d'expliquer leur formation, et on a des observations qui ne sont expliquées que de cette manière. On peut donc considérer que selon toute vraisemblance, les trous noirs sont bel et bien réels dans l'univers. Alors je voudrais juste vous donner une autre indication qu'on peut visualiser sur cette petite vidéo. Alors sur cette petite vidéo, les points très brillants ici, ce sont des étoiles. Et la croix, alors la croix elle n'existe pas vraiment, elle a été rajoutée bien sûr par informatique, c'est le centre de notre galaxie, notre îlot d'univers. Et le film est très accéléré, là typiquement une seconde correspond à peu près à une année.
Et ce que vous voyez, c'est que les étoiles tournent autour de ce point, avec des trajectoires qui sont des ellipses. Parce qu'en mécanique céleste, on sait qu'en fait, on ne fait pas des cercles, mais on fait des structures un peu allongées, comme ça, des espèces d'ovales qu'on appelle des ellipses. Et le point qui est là, c'est le foyer de ces ellipses. Et donc en fait, ça, on a toutes les raisons de croire que c'est un trou noir. Pourquoi? Parce qu'on peut calculer la masse qu'il faut mettre ici pour expliquer le mouvement des étoiles. On trouve une masse énorme, 4 millions de fois la masse du Soleil. Et pourtant, vous voyez qu'on ne voit rien ici. Il n'y a pas d'étoiles. Il n'y a aucun astre visible. Et en plus, vous voyez que cet objet est très petit parce que vous voyez l'étoile qui est là, par exemple. Elle frôle l'objet sans manifestement le percuter. Il n'y a rien de spécial qui se passe. Donc on sait qu'ici, au niveau où se trouve l'étoile, on a un objet qui est extrêmement lourd, 4 millions de fois la masse du Soleil, qui est extrêmement petit, puisque les étoiles peuvent le frôler sans tomber dedans, et qui est de plus extrêmement sombre, puisqu'on ne le voit pas. Et ça, ce sont exactement les caractéristiques d'un trou noir. Je vous présente donc Sagittarius A Star, c'est le nom pas extrêmement poétique que nous avons donné au trou noir qui se trouve au cœur de notre galaxie, la Voie lactée. Alors pour les comprendre un peu mieux quand même, pour aller au-delà de l'image simple que je viens de vous présenter comme étant des objets dont rien ne peut sortir, qui est correcte mais un peu insuffisante, on a une meilleure théorie que la grande théorie de Newton, et cette meilleure théorie c'est celle d'Einstein et elle s'appelle la relativité. Alors la théorie de Newton, vous savez, elle était déjà extraordinairement géniale. Pour les physiciens, Newton c'est presque Dieu. Newton c'est notre père à tous, c'est celui qui a quand même compris, vous vous rendez compte comme c'est révolutionnaire, qui a quand même compris que la chute d'un fruit dans un verger était régie par les mêmes lois que le mouvement de la Lune autour de la Terre. C'est incroyable ce qu'a fait Newton. C'est d'une beauté absolument sidérante. C'est vraiment une révolution. Mais Einstein a peaufiné ou a infléchi cette révolution en opérant une seconde révolution qui a permis de comprendre de façon plus fondamentale encore ce qu'était cette gravitation, c'est-à-dire en fait ce qu'était l'espace et le temps. Alors la relativité d'Einstein, elle se déploie en plusieurs volets. Donc je voudrais d'abord vous dire un petit mot de ce qu'on appelle la relativité restreinte. La relativité restreinte, c'est la théorie qui explique comment se transforment les longueurs et les temps quand on change de référentiel. Alors ça a l'air un peu technique comme ça, un peu pénible, mais on n'a même pas vraiment besoin de se poser des questions mathématiques. Ce que ça veut dire, en gros, c'est si quelqu'un est à l'arrêt dans la pièce et que quelqu'un d'autre se déplace par rapport à la première personne, est-ce qu'ils vont mesurer les mêmes choses? Et la réponse très extraordinaire de la relativité, c'est que non, ils ne vont pas mesurer les mêmes choses. Et ce qui est génial, c'est que cette théorie de la relativité d'Einstein, ce n'est pas une théorie compliquée. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du boson de Higgs découvert à Genève, ça c'est une théorie compliquée. Il faut écrire des grosses formules, des équations incroyables, avec des termes mathématiques extrêmement complexes, qu'on appelle des Lagrangiens, etc. C'est vraiment pour les spécialistes, et eux-mêmes ne sont pas toujours convaincus. La relativité restreinte, c'est une théorie qui est belle, parce que la seule hypothèse, c'est-à-dire l'ingrédient du modèle, si vous voulez, c'est le fait qu'il y a des lois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne changent pas, qui sont vraies partout et toujours. Et ça, quand on y réfléchit, c'est la condition de possibilité de la science. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait vraisemblablement pas de science. Et à partir de ça, Einstein démontre des choses absolument incroyables. Et il démontre en particulier que l'espace et le temps sont liés. Vous voyez, nous, au quotidien, on dissocie complètement les deux. On peut voir le temps s'écouler sans bouger, etc. Enfin, l'espace et le temps, c'est pas la même chose. Mais en fait, ce que comprend Einstein, c'est que ce ne sont en quelque sorte que deux apparences d'une même grandeur plus fondamentale qu'on appelle l'espace-temps. L'espace-temps, c'est un bloc où il y a 3 dimensions d'espace et une dimension de temps, et c'est vraiment lui qui a un sens physique. Et ça, ce que ça change concrètement, c'est qu'on peut changer, on peut troquer, si vous voulez, du temps pour de l'espace et de l'espace pour du temps. Par exemple, si je me mettais à courir très vite par rapport à vous, alors beaucoup plus vite que je saurais le faire effectivement, à une vitesse proche de la lumière, ce qui est impossible pour mon pauvre corps d'humain, mais ce qui est en principe possible, c'est une limite qui est technologique, mais il n'y a pas de limite physique à faire ça, eh bien mon temps s'écoulerait beaucoup plus doucement que le vôtre. Ça veut dire que si nos montres étaient synchronisées, eh bien après que j'ai couru suffisamment vite par rapport à vous, nos montres ne sont plus synchronisées. Donc ça c'est quand même fou quand on y pense. Ça veut dire que les voyages dans le futur sont possibles. Par exemple, ça veut dire que vous pourriez devenir plus vieux que vos parents. Là, vous avez un peu plus que 10 ans. Supposons que vos parents en aient 40. Eh bien, vous mettez vos parents dans un vaisseau spatial. Ça fait pas mal, vous êtes sympa avec eux. Dans le vaisseau spatial, non, mais ils rigolent pas, parce que ça marcherait. On ne sait pas le faire, mais ça pourrait marcher. Le vaisseau spatial va extrêmement vite.
Donc il se passerait par exemple 1 an pour les parents. D'accord? Mais sur Terre, il se passerait par exemple 50 ans. Donc quand vous vous retrouvez, vous avez 60 ans, et vos parents qui en ont 40 n'en ont que 41 ans. Et donc vous êtes plus vieux que vos parents. Et ça marche. On sait le faire avec des particules élémentaires. Ce n'est pas une théorie spéculative, c'est de la physique bien connue. Donc vous voyez quand même qu'on peut déstructurer notre compréhension usuelle de l'espace et du temps, et ça c'est quand même vraiment une révolution dans la compréhension de l'univers qui nous entoure. Et puis en parallèle, si vous voulez, de cette dilatation du temps, on a aussi des phénomènes de contraction de l'espace. Donc si vous allez très très vite, eh bien votre épaisseur mesurée par un observateur au repos sera inférieure. Donc le temps se dilate, l'espace se contracte, c'est des choses qui sont très contre-intuitives. On ne voit pas ça au quotidien, mais ça marche, c'est corroboré par des millions d'expériences, et c'est vraiment notre compréhension actuelle la plus fine et la plus juste de ce que sont l'espace et le temps. Mais ça, c'est seulement ce qu'on appelle la relativité restreinte. Alors elle est déjà incroyable, hein. Par exemple, elle conduit à E égale mc2. Vous savez, c'est la formule la plus connue de toute la physique. La plus connue, mais pas forcément la mieux comprise. Alors C, c'est pas important. E, c'est l'énergie, M, c'est la masse. E égale M, c'est quelque chose de totalement fou. Ce que ça veut dire, c'est que je peux transformer de l'énergie en masse et de la masse en énergie. Mais c'est incroyable, parce que la masse, c'est lié à l'existence, alors que l'énergie, c'est simplement une propriété. Vous voyez, quand je me mets en mouvement comme ça, j'acquiers de l'énergie. Pourtant, ma masse, elle ne change pas. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que je peux transformer une propriété, comme la couleur de ma chemise, en existence, c'est-à-dire en faire une nouvelle chemise. Alors ça, c'est un peu métaphorique, mais si on veut être plus clair, dans un accélérateur de particules, celui de Genève, encore une fois, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme le mouvement en existence. Je prends le déplacement des particules, et à partir du déplacement, je crée de nouvelles particules matérielles, palpables, éventuellement éternelles, pas nécessairement. Vous voyez, c'est vraiment une formule révolutionnaire. Je transforme du déplacement E en existence M. Et tout ça, c'est le cœur de la théorie de la relativité restreinte. Bon, mais je vous disais que ce n'était qu'une introduction. Il faut aller plus loin encore. Il faut aller vers la relativité générale. Alors, la relativité générale, c'est vraiment la théorie de la gravitation, c'est-à-dire la théorie de l'espace-temps. Et tout vient du fait que la gravité est universelle. C'est une vraie force démocratique. C'est beau, non? C'est beau, on manque toujours un peu de démocratie dans notre monde. C'est quelque chose à laquelle, c'est une chose à laquelle nous sommes tous soumis de la même manière. Si vous prenez une pierre très lourde et une pierre très légère, vous les lâchez et paf, elle touche le sol en même temps. Mais c'est bizarre quand même. Comment ça se fait qu'elle touche le sol en même temps? Si c'est vraiment une force qui agit sur elle, pourquoi la plus lourde n'arrive-t-elle pas avant la plus légère? Alors bien sûr, on peut déjà le comprendre chez Newton. On dit oui parce que la plus lourde, elle subit une force plus grande, mais c'est plus dur de la mettre en mouvement. Donc ça se compense et elle arrive en même temps que la plus légère. Mais enfin, on a du mal à vraiment y croire. Et ce que fait Einstein, c'est justement regarder ça de plus près, de se dire mais finalement si tous les corps ont la même trajectoire dans le champ de gravité, c'est peut-être parce qu'en fait la gravitation c'est pas une force, mais c'est plutôt une sorte de déformation de l'espace. Et ce que comprend Einstein, c'est qu'en fait, si la Lune tourne autour de la Terre, ce n'est pas parce que, comme le disait Newton, la force de gravité lui impose cette trajectoire elliptique, mais c'est plutôt parce que la Lune avance en ligne droite, dans l'espace, courbé par la gravitation terrestre. Donc ce que comprend Einstein, si vous voulez, c'est que la masse, la Terre, le Soleil, la Lune, toutes ces choses-là, créent une déformation de l'espace, et qu'ensuite les objets se meuvent dans un espace qui est déformé. Exactement comme si vous avez une feuille de papier, d'accord? Eh bien, si vous êtes une fourmi en train de marcher sur la feuille de papier, quand la feuille de papier est tordue, bah, la fourmi est obligée de suivre la torsion de la feuille de papier, parce qu'elle marche dessus. Et de la même manière, les corps célestes sont obligés de suivre des trajectoires courbes d'après la relativité générale, parce que c'est l'espace lui-même qui s'est courbé. Et ce qui est vraiment génial dans cette affaire, c'est pas seulement que l'espace se tord, mais c'est que l'espace devient dynamique. Dynamique, ça veut dire qu'il change. Vous voyez, pour Newton, l'espace c'était quelque chose qui était donné. X, Y, Z, vous allez bientôt apprendre ça à l'école. On appelle ça un repère. C'est là, on n'y peut rien. Et ce que comprend Einstein, c'est qu'en fait, l'espace est lui-même quelque chose en train d'évoluer. C'est-à-dire que les corps disent à l'espace comment se tordre, et en retour, l'espace dit au corps comment se mouvoir.
Vous voyez, c'est un jeu à plusieurs bandes comme ça, qui se joue à plusieurs, et finalement, ce que comprend vraiment la relativité générale, c'est que l'espace, et le temps d'ailleurs, sont des objets physiques comme les autres. Je lance ma baguette, elle tombe, eh bien le champ d'espace est lui-même en train de tomber ou en train d'évoluer. D'ailleurs, vous savez, en cosmologie, la science de l'univers, c'est ce qu'on voit. On voit quoi? Que l'univers est en expansion. Mais l'expansion de l'univers, ce n'est pas un mouvement des galaxies. L'expansion de l'univers, c'est la dilatation de l'espace. On est en train d'observer le mouvement intrinsèque de l'espace lui-même. C'est ça qui est absolument génial, et c'est ça que permet de comprendre la théorie de la relativité générale. Alors vous savez, récemment, on a détecté des ondes gravitationnelles. On a beaucoup entendu parler de ça, vous vous souvenez, dans les journaux, là, il y a quelques mois ou quelques années. Alors ces ondes gravitationnelles, ce sont justement des petites vibrations de l'espace. L'espace se met à vibrer, et c'est normal. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est un champ électrique qui se déplace dans l'espace en vibrant, et c'est ça que nos yeux détectent. Eh bien ici, ce n'est pas un champ qui se déplace dans l'espace, mais c'est l'espace lui-même qui entre en vibration, et ce qu'on a détecté avec les ondes gravitationnelles, c'est une vibration de l'espace. Alors, ce n'est pas une détection, ce n'est pas une vraie découverte, parce qu'on avait déjà vu des ondes gravitationnelles il y a une quarantaine d'années. Ce n'est pas non plus une preuve de la théorie d'Einstein. Ne vous laissez pas abuser par ça. C'est pas vrai, d'abord parce que ce n'est pas une prédiction plus importante que les autres, qu'on avait déjà vues, et puis ensuite parce qu'on ne peut jamais prouver une théorie physique. Une théorie physique, c'est un modèle qui est convaincant, mais qui sera un jour remplacé par un meilleur modèle. Les théories sont mortelles, si vous voulez. Il faut apprendre comme ça à penser en science avec un peu de doute, un peu d'incertitude et un peu de temporalité. Donc ce n'est pas vraiment une preuve de la théorie d'Einstein, mais c'est une indication supplémentaire. C'est quelque chose qui vient dire, ah bah oui, on avait une prédiction, et voilà une nouvelle prédiction qu'on vérifie. Ça, sincèrement, c'est pas très important, parce qu'on le savait déjà. Ce qui est vraiment important, c'est que grâce aux ondes gravitationnelles, ces petits tressaillements comme ça, de la géométrie de l'espace, c'est l'espace lui-même qui se met à vibrer, eh bien, ce qu'on a plutôt confirmé, à mon avis, davantage que la relativité, c'est l'existence de trous noirs. Parce que là encore, ce qu'on a vu, on ne peut l'expliquer de façon correcte que par deux trous noirs qui étaient en train de se tourner l'un autour de l'autre et qui ont coalescé. Coalescé, ça veut dire qu'ils se sont regroupés et ils ont formé un seul trou noir. Et ça, c'est vraiment d'une beauté magnifique parce qu'on a une sorte de ballet cosmique, comme ça, de deux entités qui se tournent l'une autour de l'autre. Et à la fin, quand ils entrent en collision, si vous voulez, l'un avec l'autre, eh bien, ça a une forme de cacahuète, comme ça, avec les deux trous noirs, et puis la cacahuète devient une sphère parfaite. Et la manière dont les deux trous noirs en cacahuète vont former un seul trou noir en sphère, eh bien ça on peut le calculer en relativité générale. C'est une prédiction très claire de la théorie, et cette prédiction elle est parfaitement en accord avec ce qui a été mesuré. Donc grâce à ces ondes gravitationnelles, on a une nouvelle indication très précise, très éloquente, et moi je trouve très belle, très élégante, de l'existence bel et bien réelle de trous noirs dans notre univers. Alors juste une petite image pour montrer ça. Donc ça c'est une simulation, vous voyez, on voit deux trous noirs qui sont proches l'un de l'autre. Et puis là, ce que vous voyez, c'est un dessin avec deux trous noirs et puis ces espèces de petites rides de l'espace que sont les ondes gravitationnelles qu'ils vont émettre au moment de la fusion, de la coalescence. Et c'est vraiment un phénomène incroyablement puissant parce que l'énergie totale qui est libérée au moment où les trous noirs se rejoignent sous forme d'ondes de gravité, c'est-à-dire sous forme de vibration de l'espace, a été environ 50 fois plus grande que la totalité de l'énergie lumineuse rayonnée par les étoiles dans l'univers visible. Donc c'est vraiment un phénomène catastrophique, et c'est pour ça qu'on arrive à le voir de très loin. Et en même temps, c'est quand même très très difficile de le voir. Pourquoi c'est si difficile? Parce que l'espace, c'est une sorte de caoutchouc, mais c'est un caoutchouc qui est extrêmement rigide. C'est dur de faire vibrer l'espace. C'est tellement dur de faire vibrer l'espace qu'un phénomène aussi puissant que la fusion de deux trous noirs ne va induire sur nos instruments, sur Terre, nos interféromètres, comme on les appelle, qu'une vibration extraordinairement petite, vous voyez, de l'ordre de la taille d'un noyau d'atome, ce qui est d'une difficulté prodigieuse à mesurer, et c'est pour ça qu'il a fallu des décennies d'efforts avant qu'enfin on mesure comme ça ces petites vibrations de l'espace et qu'on puisse maintenant les utiliser pour faire de l'astronomie. On va pouvoir regarder l'univers avec des yeux qui sont sensibles non seulement à la lumière, mais aussi aux petites vibrations de l'espace, et voir sans aucun doute dans les prochaines années énormément de coalescence de trous noirs, et donc comprendre des phénomènes astrophysiques nouveaux. Alors,
pour en revenir quand même à la théorie de ces astres occlus, c'est comme ça que les Russes, je crois, appelaient les trous noirs, qu'est-ce que ça change, la théorie d'Einstein? Parce que j'ai essayé de vous expliquer un peu ce qu'elle dit, mais maintenant il faut se demander en quoi elle va infléchir notre compréhension de ce que sont les trous noirs. Eh bien, il se trouve qu'en fait, il y a quand même un certain nombre de phénomènes au voisinage des trous noirs que la théorie de Newton, qui permettait déjà de comprendre quelque chose, ne permet pas de comprendre. Et il faut recourir à la théorie de la relativité générale pour aller plus avant. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des trajectoires suivies par la lumière qui ne sont pas les mêmes chez Newton et chez Einstein. Alors vous savez, on dit parfois que la lumière avance en ligne droite si on prend la théorie de Newton, celle qu'on apprend quand vous serez au lycée. Bah, c'est pas tout à fait vrai en fait. Parce que déjà dans la théorie de Newton, les trajectoires ne dépendent pas de la masse dans le champ gravitationnel. La gravité est démocratique. Donc la lumière, comme le reste, va être aussi un peu défléchie par la présence de masse. On s'attend par exemple à ce que le Soleil, pas forcément les trous noirs, à ce que le Soleil courbe un peu les rayons lumineux. Mais quand on fait le calcul, on trouve que ça ne courbe pas de la même valeur dans la théorie de Newton et dans la théorie d'Einstein. Ça courbe un peu plus dans la théorie d'Einstein. Et quand on fait les mesures, on se rend compte qu'effectivement, c'est Einstein qui a raison et que la déflexion des rayons lumineux qu'on observe dans le monde est celle qui est prédite par la relativité générale. Alors c'est un phénomène qui est minuscule pour les étoiles. Mais ce qui est génial, c'est que ce phénomène devient très grand pour les trous noirs. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un trou noir, la courbure de l'espace va devenir tellement gigantesque qu'il va se passer des phénomènes incroyables. Par exemple, vous avez une étoile qui est ici et un trou noir qui est là. Eh bien, la lumière de l'étoile vient vers vous et vous voyez l'étoile. Alors, vous ne la voyez pas exactement au bon endroit parce que la lumière va être un peu tordue comme ça par le trou noir. Mais vous la voyez presque au bon endroit. Mais il y a une deuxième trajectoire qui va devenir possible. C'est que vous avez de la lumière qui va partir par là. Alors normalement, s'il n'y a pas de trou noir, la lumière qui part par là, vous qui êtes ici, vous ne la voyez jamais. Mais il se peut qu'à cause du trou noir, la lumière comme ça soit défléchie et revienne vers vous. Et donc quand vous regardez par là, en fait vous voyez l'étoile qui est ici. Que l'étoile qui est ici envoie de la lumière par là, le trou noir qui est là fait revenir la lumière vers vous. Et donc vous voyez une image fantôme. Vous avez l'étoile qui est ici, c'est l'image directe si vous voulez. Vous avez une deuxième image qui est ici, qui est l'image fantôme de l'étoile défléchie par le trou noir. Donc vous voyez, ça va changer complètement les choses. Et l'aspect de la voûte céleste au voisinage d'un trou noir va être extrêmement différente de simplement un disque obscur qui vous empêcherait de voir les étoiles de l'arrière-plan. En fait, le firmament, c'est-à-dire l'ensemble des objets célestes qui composent la voûte nocturne, va être très modifié par l'existence de ce trou noir. Alors je vous donne un autre exemple de choses très étranges qui va arriver grâce à la théorie d'Einstein autour des trous noirs et qu'on ne pouvait pas comprendre avec la théorie de Newton, c'est la dilatation du temps. Alors la dilatation du temps, je vous ai dit tout à l'heure que si on va vite, le temps se dilate. Ça c'est la relativité restreinte. Mais la relativité générale montre des choses incroyables. Même sans bouger, il y a déjà des phénomènes de dilatation du temps. Le temps ne s'écoule pas en ce moment à la même vitesse pour mes deux mains. Simplement parce que celle-ci ressent une gravité plus forte que celle-là, parce qu'elle est plus près de la Terre. Et le fait que la gravité, la force qui nous attire vers le bas, dirait Newton, la courbure de l'espace, dirait Einstein, donc que cette gravité est plus forte ici que là, fait que le temps ne va pas s'écouler à la même vitesse. Donc le temps ne s'écoule pas à la même vitesse pour vos pieds et pour vos yeux. Si, c'est vrai. Mais au quotidien, ça ne change rien, parce que la différence est infime. Mais au voisinage d'un trou noir, la différence peut devenir très grande. Et donc imaginez qu'on a un trou noir ici et qu'on approche une montre. Et ensuite on la rééloigne du trou noir, alors sans rentrer dedans. Hein. Si on rentre dedans, on ne peut pas ressortir. Mais là je ne suis pas rentré dedans, je suis resté à l'extérieur, donc je me suis approché très près et je suis retourné vers l'extérieur. La montre va énormément retarder par rapport au temps qui serait mesuré par le physicien qui est resté sur la Terre. Mais l'effet peut devenir très grand. Donc ça veut dire qu'en fait les trous noirs sont des machines à voyager dans le futur. Imaginez, vous êtes dans votre fusée. Vous vous approchez très près du trou noir. Vous restez par exemple 1 heure près du trou noir. Mais pendant cette heure, si vous êtes très près du trou noir, il s'est par exemple écoulé 10 000 ans dans le reste de l'univers. Et donc quand vous revenez sur Terre après, sur Terre, il s'est passé 10 000 ans. Vous allez dire, mais en vrai, la vraie vérité, ça serait plutôt 1 heure ou 10 000 ans. Mais les deux sont vrais. Il s'est vraiment passé 10 000 ans sur Terre. Il s'est vraiment passé 1 heure dans votre fusée. Et si vous vous approchez vraiment très près du trou noir, eh bien, la dilatation du temps devient infinie. Donc quand vous êtes extrêmement près de la surface du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon, la dilatation du temps peut devenir
arbitrairement grande. Et donc pendant qu'il se passe une seconde pour votre montre, une vraie seconde, c'est pas une illusion, une vraie seconde, eh bien il peut se passer dans l'univers extérieur un temps infiniment grand. Et ça c'est vraiment spécifique au trou noir. Avec les étoiles, on peut avoir des effets notables, mais jamais des effets infinis. Cette dilatation infinie du temps, c'est-à-dire cette distorsion, vous voyez, cette bizarrerie, cette étrangeté géométrique qui devient sans limite, ça c'est quelque chose qui est vraiment spécifique des trous noirs. Alors la forme du ciel autour d'un trou noir serait extrêmement modifiée. Donc voilà par exemple une simulation qui a été réalisée par Alain Riazuelo, qui est un physicien de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et en fait, ce qui se révèle sur ce genre de simulation, c'est qu'en réalité, quand vous observez la voûte céleste autour d'un trou noir, eh bien, vous voyez des phénomènes magnifiques. Et ce n'est pas simplement quelque chose qui obstrue l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui va donner naissance à des phénomènes absolument singuliers. Et en particulier, vous pourriez observer autour du trou noir ce qu'on appelle une sphère de lumière. Donc cette sphère de lumière, ça vient du fait que quand de la lumière passe autour d'un trou noir, même si elle est à l'extérieur, parfois elle sera obligée de tomber dedans. Parce que si elle est loin, elle va être un peu défléchie, mais si elle est proche, elle va tomber de toute façon dans le trou noir. Et ça fait qu'il y a une sorte d'anneau comme ça, extraordinairement beau, qui va apparaître autour du trou noir pendant que vous êtes en train de tourner autour, en orbite, dans votre vaisseau spatial. Donc si vous avez un jour l'occasion de faire un voyage autour d'un trou noir, je vous invite à ne surtout pas y renoncer, parce que ça serait sans doute une des plus belles expériences de votre vie. Ah, et puis il faut prendre des risques, moi, je pense quoi. Mais non, mais n'ayez pas peur. Vivre, c'est prendre des risques de toute façon. Alors, en plus, il y aurait plein d'images fantômes. C'est beau les fantômes, une sorte de réel spectral comme ça. C'est des gentils fantômes, parce que la lumière va pouvoir faire plusieurs fois le tour du trou noir et revenir vers votre œil. Ce qui est une trajectoire qu'on ne peut jamais trouver dans la théorie de Newton, mais elle est permise dans la théorie d'Einstein, seulement autour des trous noirs. Et donc en fait, chaque objet du ciel, tu pourrais le voir une infinité de fois, en théorie, parce qu'en pratique, il n'y aurait pas beaucoup d'intensité quand même. Mais vous voyez, ça changerait complètement l'aspect du firmament. Alors, est-ce que c'est dangereux de se mettre en orbite autour d'un trou noir? On a envie de dire, bah oui, les trous noirs sont des ogres, c'est bien connu. Et donc, on va forcément tomber à l'intérieur du trou noir, aspiré par ce vorace cosmique. Bah non. En fait, c'est pas vrai ça. Les trous noirs ne sont pas des ogres. Ils n'attirent pas plus qu'autre chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La gravitation est démocratique. Ça ne change rien que ce soit un trou noir ou un autre objet. Imaginez que là, d'un seul coup, paf, le Soleil devient un trou noir. Qu'est-ce que ça change pour nous? Alors pendant 8 minutes, ça ne change rien. 8 minutes, c'est le temps que met la lumière et la gravité pour venir jusqu'à la Terre. Donc pendant 8 minutes, ça ne change absolument rien. Au bout de 8 minutes, qu'est-ce qui se passe? Il va faire nuit, parce que le trou noir, il n'émet pas de lumière. Donc on va mourir de froid, ça c'est sûr. Mais est-ce que la Terre va se mettre à tomber dedans? Non. Enfin, oui et non. Elle va faire exactement comme ce qu'elle fait en ce moment avec le Soleil. En ce moment, on est un peu tout le temps en train de tomber dans le Soleil, parce qu'on voudrait aller en ligne droite, et la force dans la vision newtonienne nous attire vers le Soleil, donc pof, 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 et on fait comme ça une ellipse autour du Soleil. D'accord? Imaginez que le Soleil devienne un trou noir, on ferait exactement la même ellipse. Pourquoi? Parce que ce qui dicte notre trajectoire, c'est le fait qu'il y a un objet qui est quelque part et qui a une masse donnée. Mais que cet objet soit une étoile, un bloc de granit, un trou noir ou un Pokémon sphérique, sinon ça ne marche pas, ça ne va absolument rien changer. D'accord? Donc vous voyez, la morale de cette affaire, qui n'a absolument rien de moral d'ailleurs, c'est que les trous noirs n'attirent pas plus qu'autre chose. Si vous tombez dedans, vous ne pouvez pas ressortir, ça c'est vrai, donc attention quand même à rester à distance, mais tant que vous n'êtes pas vraiment tombé dedans, ce sont des objets qui vont induire des mouvements gravitationnels qui sont tout à fait stables. Et c'est pour ça que le trou noir de 4 millions de masses solaires, rappelez-vous, Sagittarius A*, qui est au cœur de notre galaxie, de notre Voie lactée, eh bien, ne va pas attirer toutes les étoiles qui se trouvent autour. Il se peut que de temps en temps une étoile tombe dedans, mais ça reste un phénomène rare. Les étoiles qui sont en train de tourner de façon stable autour du trou noir continueront à tourner de façon stable. Donc n'ayons pas trop peur des trous noirs. Vous savez, les seuls vrais ogres, c'est nous. Nous les hommes qui tuons, petite parenthèse quand même, 60 milliards d'animaux chaque année, et qui ôtons environ 15 millions d'hectares de forêt chaque année. Voilà. Nous sommes les véritables ogres. Les trous noirs, eux, se débrouillent très bien et ne sont pas particulièrement voraces. Alors,
il est temps de prendre un peu plus de risques et d'aller maintenant à l'intérieur des trous noirs. Alors, là, j'avoue, ça devient dangereux, mais enfin, vivons dangereusement, pour l'instant, ça reste théorique tout ça. Est-ce qu'on va se cogner sur la surface du trou noir? Comme si on tombe sur la Terre, on va se cogner sur la surface de la Terre. Ben non. La surface d'un trou noir, si vous voulez, c'est quelque chose d'immatériel. En fait, c'est quoi la surface d'un trou noir? C'est une surface mathématique qui est définie par le fait que quand je dépasse ce point, je ne peux plus revenir en arrière. Un peu comme imaginez qu'il y ait un flot d'air dans la pièce. Vous êtes un moucheron. Si l'air va très vite dans ce sens, bah le moucheron, même s'il vole dans ce sens-là, il ne pourra pas contrebalancer le mouvement de l'air. Il sera emporté de toute façon. Et c'est un peu ce qui se passe quand vous êtes dans un trou noir. Vous êtes emporté de toute façon, mais le moment où vous êtes emporté, c'est-à-dire le moment où vous dépassez l'horizon du trou noir, ne se matérialise pas par un choc. En fait, ça n'a absolument rien de concret, l'horizon d'un trou noir. C'est simplement le point au-delà duquel plus aucun retour vers le monde extérieur n'est envisageable. En fait, un trou noir, c'est du vide. Toute la masse est concentrée en un point. Toute la masse du trou noir est au centre. C'est un point qui a une densité, masse volumique si vous voulez, qui est infiniment grande, au moins dans la théorie d'Einstein. On en reparlera plus tard, et on appelle ça la singularité. C'est beau comme mot, la singularité centrale du trou noir. Alors, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'à l'intérieur du trou noir, on ne peut pas rester statique, c'est-à-dire on ne peut pas rester à l'arrêt. Vous pourriez vous dire, bon, ok, je ne peux pas ressortir, je ne pourrai jamais retourner voir mes amis et mes parents, mais quand même, je pourrais allumer mes moteurs de fusée à l'intérieur du trou noir, et puis ne pas tomber davantage. Eh ben non, ça c'est pas possible. En fait, quand vous êtes à l'intérieur d'un trou noir, vous êtes forcément emmené vers le centre. On pourrait dire que, imaginez que vous avez un cours d'eau, puis il y a une chute d'eau, d'accord? Puis il y a des poissons dans le cours d'eau. Au début, l'eau, elle ne va pas très vite, donc les poissons peuvent nager dans les deux sens. Et puis il y a un moment, quand on se rapproche de la cascade, l'eau va de plus en plus vite, n'est-ce pas? Et donc il y a un moment où l'eau va tellement vite que même si les poissons nagent à contre-courant, en fait, le courant va plus vite que leur vitesse de déplacement. Donc imaginez, le poisson, il va à 5 km/h par là, mais l'eau, elle va à 10 km/h par là. Donc au total, le poisson, il va quand même vers la chute d'eau, même s'il nage de l'autre côté. Ou un peu comme si vous avez un tapis roulant, vous courez à 20 km/h par ici, mais si le tapis roulant va à 50 km/h par là, eh bien tant pis, vous êtes quand même obligé d'aller par là. Et c'est un peu ce qui se passe. Dans le trou noir, il y a une sorte de tapis roulant d'espace, comme ça, qui va vous emmener inévitablement vers le centre, vers la singularité, même si vous courez aussi vite que vous pouvez dans l'autre sens. Et en fait, je vous dis même un secret, c'est un bon conseil, il faut vous en souvenir si vous êtes dans un trou noir, en fait ne faites rien. Parce que la meilleure manière de passer du temps dans un trou noir, c'est-à-dire de mourir le plus tard possible, c'est de ne rien faire. Si vous vous débattez, c'est très contre-intuitif ça, hein, même si vous allumez un moteur de fusée pour pousser vers l'extérieur du trou noir, vous n'allez en réalité que précipiter la chute vers l'intérieur. Vous êtes vraiment foutu, vous allez forcément vous échouer sur la singularité centrale. D'accord? Donc ça, c'est une des étrangetés de la théorie de la relativité, mais le calcul est très simple à faire. Alors est-ce qu'on pourrait vivre dans un trou noir? Bah, celui qui est au cœur de la galaxie, là vous savez, Sagittarius A star, pas très longtemps, hein, quelques secondes seulement. Mais un trou noir hyper massif, de plusieurs milliards de masses solaires, bah oui, vous pourriez passer quelques heures à l'intérieur, et même quelques heures pendant lesquelles tout se passerait bien. Donc la mort ne serait pas instantanée quand vous entrez dans un trou noir, rien de particulier ne se passe à l'horizon, le retour vers l'extérieur est sans espoir, mais il y a encore un peu de temps envisageable. Alors, cette singularité qui est au centre du trou noir, bon là je ne veux pas être trop théorique, mais dans ce qu'on appelle le trou noir de Schwarzschild, c'est-à-dire le trou noir qui ne tourne pas, c'est la solution mathématique la plus simple, en fait, ce n'est pas vraiment un lieu qui est dans l'espace, c'est plutôt la fin du temps. C'est un peu incroyable, hein, dit comme ça, mais c'est vraiment ce que représente la singularité en termes mathématiques, donc c'est quelque chose de difficile à appréhender intuitivement, que je trouve très beau d'ailleurs, mais cette fin du temps, il faut la penser comme un achèvement définitif. Les trajectoires des particules, on appelle ça les géodésiques en relativité, s'arrêtent sur la singularité du trou noir. Et d'ailleurs, à l'intérieur du trou noir, le temps et l'espace se changent l'un dans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors en maths, on sait ce que ça veut dire, hein, c'est qu'il y a le temps qui apparaît là, il y a l'espace qui apparaît là, puis les deux termes changent de signe, hop, et donc finalement, ce qui était l'espace joue le rôle du temps, et ce qui était le temps joue le rôle de l'espace. Bon, en vous disant ça, je vous ai sans doute pas vraiment fait comprendre ce qui se passe. De façon très approximative,
on pourrait dire que ce changement de l'espace et du temps, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, de la même manière que le temps s'écoule dans notre monde, c'est en quelque sorte l'espace qui s'écoule dans le trou noir, et le tapis roulant d'espace vous emmène inexorablement vers la singularité centrale. Voilà. Et donc vers la mort. Mais c'est une belle mort quand même. Donc peut-être que le risque mérite d'être pris. Alors en réalité, comment vous allez mourir? En vrai, certainement pas sur la singularité centrale, mais à cause de ce qu'on appelle l'effet de marée. L'effet de marée, c'est ce qui fait que la Lune, autour de la Terre, va comme ça étirer les océans. Et on comprend bien pourquoi, hein. Vous avez la Terre là, vous avez la Lune qui est là. Eh bien, l'eau qui est là, elle subit une gravité un peu plus faible, un peu plus forte, pardon, que le cœur, donc elle est plus attirée. La gravité qui est là, la marée qui est là, elle subit une force gravitationnelle plus faible et une force centrifuge plus grande, et donc au total, comme ça, il y a une sorte d'étirement de la Terre à cause de la présence de la Lune. Eh bien, on a la même chose autour d'un trou noir, sauf que la gravité est tellement intense, ou plus exactement, la variation de la gravité est tellement intense, qu'en fait, quand vous tombez sur un trou noir, vous allez être déchiqueté par cet effet de marée avant même d'atteindre la singularité. C'est-à-dire que si là j'étais en train de tomber sur un trou noir, comme mes pieds seraient plus attirés que ma tête, je sentirais une sorte de stretching comme ça sur mon corps qui m'écartellerait, c'est pas très sexy comme fin, avant même que j'atteigne la singularité. Alors si le trou noir est très petit, je vais être détruit par l'effet de marée avant de tomber dedans. Et si le trou noir est très gros, parce que quand il est très gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est moins dense, je vais en fait subir cet effet de marée létal ça veut dire mortel, hein, avant même d'atteindre la singularité centrale, ça c'est toujours vrai, mais après avoir passé l'horizon. Donc si vous devez faire un petit tour dans un trou noir, rappelez-vous du conseil d'Aurélien, choisissez un gros trou noir, c'est beaucoup moins dangereux qu'un petit trou noir. Alors je suis dans le trou noir, j'allume ma lampe torche, hop, et je la dirige vers l'extérieur. Qu'est-ce qui arrive à la lumière? Donc on l'a dit, elle ne peut pas sortir du trou noir. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est incroyable. Imaginez que le cœur du trou noir est là, l'horizon est là, vous êtes ici, vous émettez de la lumière par là, et bien le photon, c'est-à-dire le grain de lumière, qui est émis vers l'extérieur, en réalité, il va vers l'intérieur. Alors, est-ce que ça veut dire que dans le trou noir, vous êtes en train de tomber plus vite que la lumière? Oh là là, ça c'est une question que j'aurais pas dû me poser à moi-même. C'est très compliqué. Localement, la lumière ne va ni plus vite ni plus lentement que la lumière, elle va toujours à la vitesse de la lumière. Et localement, si vous mesurez, hop, vous avez une montre, vous avez une règle, vous trouverez toujours une vitesse qui est plus petite que la lumière. Mais globalement, si vous regardez la situation dans un système de coordonnées qu'on va appeler global, oui, il est vrai que le mouvement dans le trou noir va être plus rapide que la lumière. Bon, prenez ça avec des pincettes parce que c'est une assertion qui est un peu dangereuse, même si elle est mathématiquement juste en un certain sens. Donc simplement un petit dessin pour illustrer ce que je viens de dire. Donc un trou noir, c'est essentiellement une sphère. Oui, j'insiste bien sur la sphère. Hein. Vous savez, parfois dans les articles de vulgarisation, on voit des espèces d'entonnoirs comme ça. Ça, c'est une représentation compliquée, dans un système de coordonnées compliqué. Mais s'il y avait un trou noir là devant nous, ce qu'on verrait, c'est pas un entonnoir. Hein. C'est bel et bien une sphère. C'est un rond noir, avec une distorsion de l'image du ciel qui serait derrière nous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements, la surface du trou noir. Ça, c'est son rayon, qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, et qui est égal à la masse du trou noir multiplié par 2, et ensuite des unités sans importance. Et puis le petit point rouge, là, oui, pas rouge en vrai, hein, bien sûr, c'est pour qu'on le voit, c'est ce qu'on appelle la singularité. C'est là où est toute la matière. Tout cet ensemble noir-là, en fait, c'est du vide. D'accord? Le trou noir, c'est du vide. Toute la matière est concentrée ici, au centre, avec une densité infinie. Voilà essentiellement l'image d'un trou noir simple, tel qu'on le comprend aujourd'hui. Oui, mais c'est trop simple. On peut aller plus loin encore. On peut aller plus loin et s'intéresser à ce que nous disent Stephen Hawking et Jacob Bekenstein. Il y a un concept incroyablement important en physique. Enfin, il y en a beaucoup, mais un en particulier, c'est celui d'entropie. L'entropie, c'est ce qui mesure le désordre. Un système très entropique, c'est un système très désordonné. Une autre manière de le dire, c'est que l'entropie, ça mesure l'information manquante. Regardez, imaginez que vous avez plein de petites flèches qui sont toutes alignées vers le haut. C'est super ordonné. Si vous en voyez une, vous connaissez immédiatement l'état de toutes les autres, puisqu'elles sont toutes pareilles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous regardez de loin, vous regardez rapidement. Comme toutes les flèches sont dans le même sens, vous voyez une seule flèche, vous connaissez toutes les flèches. Vous ne manquez pas d'informations. L'entropie est faible, le désordre est faible, parce que c'est ordonné, et l'information manquante est faible, puisque en regardant rapidement, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Mais au contraire, imaginez maintenant que les petites flèches sont dans tous les sens.
D'accord? Vous avez beaucoup de désordre, donc entropie élevée. Et si vous en regardez une seule, qu'est-ce que vous savez de l'orientation des autres? Bah, rien du tout maintenant, puisqu'elles sont au hasard. Donc vous voyez que désordre élevé, c'est lié à beaucoup d'informations qui manquent. Donc l'entropie, c'est à la fois quelque chose qui quantifie l'état de désordre d'un système et l'information qu'on rate sur un système en le regardant à grande échelle, rapidement si vous voulez, grossièrement. D'accord? Voilà un peu ce que dit le concept d'entropie. Et le point fondamental, c'est qu'une des lois les plus importantes de toute la physique, à mon avis, c'est la loi la plus fiable de toute la physique, nous montre que suivant des hypothèses générales, l'entropie ne fait qu'augmenter. Le désordre ne fait qu'augmenter. Pourquoi ça? Vous avez remarqué, quand on lâche une goutte de lait dans du café, le lait diffuse. Jamais la goutte de lait se reforme. Pourtant, on aurait le droit. Les molécules de lait qui sont parties, pourquoi elles ne reviennent pas? C'est pas interdit que le lait qui était là revienne au point de départ. Pourquoi concrètement ça n'a pas lieu? Parce que c'est improbable. Parce que ça a peu de chances d'avoir lieu. Je vais le dire autrement. Le lait qui a diffusé dans le café est une configuration qui est infiniment plus probable que le lait qui reste sous forme de goutte. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule manière, ou presque, d'être ordonné, toutes les flèches pareilles, toutes les molécules qui se touchent, alors qu'il y a des millions de milliards de manières différentes d'être désordonné. Vous pouvez changer le sens de plein de flèches et vous êtes toujours désordonné. Donc l'état de désordre, pourquoi c'est l'état vers lequel on tend? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de manières d'être en désordre que d'être en ordre. Et donc cette loi d'augmentation de l'entropie qui est absolument centrale en physique, dans la science de la chaleur, qu'on appelle la thermodynamique. Thermodynamique, c'est une très belle science. Au départ, c'est un truc très concret, la thermo. Vous voyez, c'est comprendre pourquoi, dans une machine à vapeur, quand on fait bouillir de l'eau, ça fait avancer un train. Et puis après, c'est devenu en fait quelque chose de très fondamental qui dit vraiment des lois indépassables sur l'évolution de l'univers. Et alors, il y a un problème avec les trous noirs et l'entropie, parce que l'entropie, donc le désordre, ne peut qu'augmenter. Mais je prends une bouteille pleine de gaz chaud, pleine d'entropie, je la lance dans un trou noir, et hop, la bouteille a disparu. Donc, l'entropie de l'univers a diminué. Mais c'est un paradoxe. Je viens de vous dire que l'entropie de l'univers ne pouvait pas diminuer. Et ce paradoxe-là, les physiciens l'ont étudié depuis très longtemps. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que les trous noirs ont de l'entropie. Donc pourquoi il n'y a pas vraiment de paradoxe? Parce que c'est vrai, si je lance quelque chose dans un trou noir, eh ben, j'ai perdu cette chose. Donc l'entropie, donc le désordre de cette chose a disparu. Mais le trou noir lui-même a grandi. Parce que rappelez-vous, hein, la taille d'un trou noir, c'est proportionnel à sa masse. D'accord? Donc, comme la masse du trou noir a augmenté, si j'ai lancé une bouteille dedans, sa taille a augmenté, son aire a augmenté, et donc quelque chose a grandi. Et ce qu'on a compris grâce à Bekenstein, c'est qu'en réalité, un trou noir a de l'entropie et que cette entropie est mesurée par l'aire de sa surface. Alors on peut comprendre même de façon assez simple que rien n'a plus d'entropie qu'un trou noir. C'est dingue ça. Alors regardez, imaginez que vous avez de la matière là, une étoile si vous voulez, une planète, ce que vous voulez. Et puis vous lancez dessus de la lumière de façon à ce que l'énergie augmente et que la densité devienne suffisante pour faire un trou noir. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'en envoie assez, il y a toujours un moment où je vais arriver à faire imploser cet objet-là en trou noir. Donc j'ai de la matière, elle a une certaine entropie, un certain désordre. Ça vaut quelque chose, je ne sais pas quoi. Puis moi j'envoie dessus des coquilles de lumière comme ça, qui vont former un trou noir qui a la même taille que la matière initiale. Et comme je rajoute de l'énergie, je pourrais faire en sorte que ça ait la même taille que la matière initiale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai maintenant un trou noir qui a le même rayon, et pourtant l'entropie ne peut qu'augmenter. Donc forcément, l'entropie du trou noir est plus grande que l'entropie de la matière initiale. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce qu'il y a eu un processus physique, donc l'entropie a augmenté. Mais la taille, par hypothèse, j'ai travaillé pour ça, elle n'a pas changé. Donc qu'est-ce que je viens de démontrer avec cette expérience de pensée? C'est beau, hein, une expérience de pensée. Une expérience qui ne coûte rien. Einstein était génial pour ça. Donc, enfin pour beaucoup de choses, mais pour ça entre autres. Alors les expériences de pensée, celle-là en tout cas, ce qu'elle nous montre, c'est qu'en fait, rien n'a plus d'entropie qu'un trou noir. Puisque au départ j'avais de la matière, je ne connaissais pas son entropie, mais quand j'ai fait un trou noir de même taille, bah forcément l'entropie a augmenté. Donc quel que soit le type de matière que je considère, un trou noir de même taille que cette matière aura plus d'entropie que cette matière. Donc en fait les trous noirs, c'est des objets dans l'univers qui ont l'entropie maximum. Les trous noirs, ce sont les objets les plus désordonnés qui existent. Mais ça c'est super bizarre, parce que pour qu'il y ait du désordre, bah, il faut qu'il y ait des choses en désordre. Tout à l'heure, j'ai dit les molécules de lait dans le café, ou les petites flèches dans mon exemple. Mais un trou noir, on a dit que c'était juste une sphère parfaite.
un horizon. Vous vous rappelez cette espèce de membrane mathématique. Donc comment pourrait-il être en désordre puisqu'ils ne sont composés de rien? Et bien voilà. C'est un paradoxe immense de physique théorique auquel aujourd'hui nous n'avons pas encore de réponse. On sait que les trous noirs stockent une très grande quantité d'informations, puisqu'ils ont beaucoup d'entropie, donc on manque beaucoup d'informations. Donc elle est quelque part, cette information, puisqu'on la rate, parce qu'elle existe. Mais elle est où? On ne sait pas, on ne sait pas. On ne comprend pas bien où est stockée l'information des trous noirs. Alors on peut dire les choses de façon différente, je vais le dire de façon différente. S'il y a de l'entropie, il y a de la température. C'est ce que nous apprend la thermodynamique, la science de la chaleur. Mais c'est quoi la température d'un trou noir? C'est pas comme si vous aviez du gaz en train de bouillir. Eh bien, elle a été définie par Stephen Hawking. C'est une des plus belles formules de toute la physique, parce qu'elle fait intervenir la constante de Newton, la constante de Planck, la constante de Boltzmann et la vitesse de la lumière. Ce sont les 4 constantes fondamentales de la science physique. Ça veut dire qu'il y a de la gravité, il y a de la relativité, il y a de la physique statistique, et il y a des effets relativistes sous forme également cinématique, si vous voulez. Donc presque tout est à l'œuvre dans la compréhension de la température des trous noirs. Mais c'est très bizarre à comprendre. Parce que la température d'un trou noir, elle varie comme l'inverse de sa masse. Ce que ça veut dire en clair, je ne veux pas être mathématique, c'est que quand un trou noir rayonne, et vous avez un bout de métal, il rayonne de l'énergie. D'accord, le métal est chaud, vous mettez la main, vous avez chaud, parce qu'il y a de l'énergie rayonnée. Vous avez un trou noir, il a une température, donc il rayonne. Mais quand il rayonne, il perd de l'énergie. Donc sa masse, elle diminue. Mais si la masse diminue, en vertu de ce que je viens de dire, la température augmente. Et c'est très bizarre ça. Normalement, quand quelque chose perd de l'énergie, la température diminue. Vous avez du métal chaud, le métal chaud rayonne, il devient froid. Eh bien, le trou noir, il est chaud, il rayonne et il devient de plus en plus chaud. C'est un phénomène explosif. C'est un peu comme si les trous noirs étaient des bombes. Mais, nouvelle incohérence. Comment les trous noirs pourraient-ils rayonner alors qu'on a dit que rien ne pouvait sortir d'un trou noir? Pardonnez-moi, c'est compliqué la physique. Les choses sont vraies dans un certain domaine. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, que rien ne pouvait sortir d'un trou noir, c'était même la définition d'un trou noir. C'est vrai d'un point de vue classique. C'est vrai, oh là, pardon. C'est vrai quand on pense avec Newton ou Einstein. Mais il y a une autre théorie fondamentale en physique qu'on appelle la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est celle qui permet de comprendre la matière, celle qui permet de comprendre de quoi sont faites les choses, c'est celle qui permet de comprendre ce qui se passe dans les accélérateurs de particules. La mécanique quantique, c'est très bizarre, mais ça marche. Ça nous montre qu'il y a des choses imprévisibles en science. Il y a de l'aléatoire. Aléatoire, ça veut dire du hasard, des choses qu'on ne peut pas absolument prévoir. Il y a des objets qui sont délocalisés, ils sont en même temps à plusieurs endroits. Il y a des grandeurs physiques qui deviennent discontinues. Vous voyez, c'est-à-dire que ça peut prendre cette valeur, cette valeur, cette valeur, mais rien entre les deux. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de physique quantique, mais c'est quelque chose de très révolutionnaire, de très étrange et surtout de très vrai, au sens où c'est corroboré par presque un siècle d'expérience qui montrent que la physique quantique est omniprésente et fonctionne remarquablement bien. Quel est le rapport? Pour les gros trous noirs, comme celui qui est au cœur de la galaxie, vous pouvez complètement oublier la physique quantique. Ça n'a aucune importance, c'est comme si elle n'existait pas, et tout ce qu'on a dit est vrai. Mais, parce qu'il y a un mais, pour les petits trous noirs, s'ils existent, à ce moment-là, la physique quantique devient importante. Parce que la physique quantique, pas toujours, mais souvent, se révèle précisément pour les petits objets. Et qu'est-ce que ça va changer? La physique quantique, elle nous dit encore autre chose, c'est que le vide, c'est pas vraiment vide. En permanence, il y a des petites particules partout, on ne les voit pas, mais elles apparaissent, elles disparaissent, à toute vitesse, ça fluctue dans tous les sens. Et si on met un trou noir, le trou noir, il va venir interagir avec ces petites fluctuations qu'il y a partout, et il va casser les paires de particules. Il va les casser par effet de marée. Exactement comme la Lune tire la Terre, eh bien, le trou noir va tirer sur les particules, et puis paf, il y a une particule qui va être éjectée vers l'infini. Et moi, qui regarde le trou noir, je vais observer en quelque sorte une particule qui vient de l'intérieur du trou noir. Tout se passe comme ça. C'est une description approximative, mais c'est pour sentir ce qui se passe. Je vais le dire autrement. On a dit que toute la matière était sur la singularité centrale. Vous vous rappelez? La matière est là, au cœur du trou noir. Puis là, il y a l'horizon. Et on ne peut pas ressortir. Sauf, justement, si on met de la mécanique quantique. En mécanique quantique, il y a un effet bizarre qu'on appelle l'effet tunnel, et qui dit que quelque chose qui est interdit peut quand même avoir lieu. Vous voyez, c'est très désobéissant, les particules quantiques. Mais c'est bien, désobéir un peu de temps en temps. Si, je vous assure. Bon, enfin bref, pas trop, mais un peu quand même. Bon. Ce qui se passe, c'est que parfois, une particule qui est au centre, en quelque sorte, hein, là je parle de façon un peu métaphorique,
peut se retrouver quand même éjecté vers l'extérieur du trou noir. C'est pas autorisé normalement, classiquement, mais la mécanique quantique permet que ça ait quand même lieu. Et vous voyez que plus le trou noir est petit, plus ça sera facile, parce que moins ça sera dur de sortir de l'horizon. D'accord? Et donc en fait, ce que comprend Hawking, c'est que les trous noirs peuvent rayonner, et la manière dont ils rayonnent permet de comprendre qu'ils ont une température, et donc de comprendre un peu le sens de leur entropie. Donc il y a une cohérence dans tout ça. Le fait que les petits trous noirs puissent s'évaporer, ça on le comprend, mais quand même, la manière dont l'information semble être perdue, ça on ne le comprend pas. C'est un peu comme si les trous noirs étaient amnésiques. Et en physique, normalement, on n'est jamais amnésique. Quand il se passe quelque chose, si je connais les lois, à partir de l'état final, je dois pouvoir reconstruire l'état initial. Mais pour un trou noir, non. Parce qu'il semble que ce qu'il émet par effet Hawking, tous ces rayonnements-là qui proviennent du trou noir, en fait, ne gardent pas la trace de ce qui a formé le trou noir. Donc c'est un peu comme si le trou noir avait perdu la mémoire, mais la mécanique quantique qu'on vient d'évoquer interdit de perdre la mémoire. Donc là, ce que je suis en train de vous dire pour être parfaitement clair, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il advient de l'information physique quand un trou noir s'évapore. Donc c'est merveilleux parce qu'il y a des choses qu'on comprend bien, d'accord? Le fait qu'il émette des particules, on le comprend bien, le fait qu'il ait une température, on le comprend bien, mais ce qui se passe fondamentalement, c'est-à-dire comment l'information est ou n'est pas perdue, est ou n'est pas transportée, actuellement c'est une question ouverte. Et c'est ça qui est beau en science, c'est que la recherche, c'est toujours le moment où on construit comme ça, avec un cadre global qui est sous contrôle, le trou noir on sait ce que c'est, mais des petites choses qui ne fonctionnent pas, et vous savez, l'histoire nous montre souvent que c'est à partir des petites choses qu'on invente des grandes théories. Donc juste pour exemplifier ce que je viens de dire, vous voyez, ça c'est le trou noir, ça c'est des petites paires de particules comme ça qui, conséquemment à la physique quantique, apparaissent et disparaissent tout le temps, sont en train de bouillonner autour de nous, et puis de temps en temps, le trou noir, par effet de marée, va casser comme ça une paire de particules, et l'observateur qui est ici va voir effectivement une particule qui semble provenir du trou noir. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'évaporation de Hawking par brisure des fluctuations quantiques du vide. Le terme est complexe, mais l'idée est simple, c'est celle que je viens d'évoquer. Et ça, c'est juste une représentation imagée de la manière dont peut-être l'information serait codée, vous voyez, comme ça, à la surface d'un trou noir, un peu comme un ordinateur, où il y aurait des 0 et des 1, et donc des bits d'information qui viendraient reconstituer sur la surface du trou noir la mémoire de ce qui s'est passé lors de la formation de celui-ci. Mais ça, c'est très spéculatif, hein. La vérité, c'est que nous ne savons pas. Bon. C'est bien la théorie, hein. Les calculs, c'est beau, mais enfin quand même, ça serait chouette, non, de voir des trous noirs. Est-ce qu'on va bientôt voir des trous noirs au sens usuel du terme? C'est pas facile de voir un trou noir, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont petits. Le Soleil, en ce moment, il fait une taille de 1 million de kilomètres. Il faudrait le contracter en seulement quelques kilomètres pour faire un trou noir. Il deviendrait minuscule. Et c'est pour ça que c'est dur de voir des trous noirs, parce qu'ils sont petits. Et en plus, ils ne rayonnent pas, sauf par effet Hawking. Mais comme je vous l'ai dit, les gros trous noirs, eux, ne rayonnent pas par effet Hawking. Donc ils sont sombres et ils sont petits, donc forcément, c'est pas facile de les voir. Le trou noir qui a la plus grande taille apparente, c'est-à-dire tache angulaire, si vous voulez, pour notre œil ou notre appareil photo, c'est justement celui qui est au centre de la galaxie, toujours le même, Sagittarius A star. Mais en fait, c'est très difficile de le voir. C'est un peu comme si on voulait voir une souris sur la Lune. Bon, en réalité, il n'y a pas de souris sur la Lune. C'est dommage. Hein, alors, moi, je trouve qu'un monde sans souris, c'est trop triste. Oui, moi, j'aime beaucoup les souris. Enfin, j'aime beaucoup tous les animaux, mais les souris en particulier. Bon, bref, revenons au trou noir. C'est très compliqué à voir. Donc, la seule manière de le voir, ce serait d'avoir un instrument extraordinairement grand. Alors, pour ça, les ondes radio, c'est comme la lumière, hein, mais avec une énergie plus petite. C'est bien adapté parce que ça traverse l'atmosphère et on sait faire des grands instruments. Et si on calcule la taille de l'instrument qu'il faudrait faire pour bien voir le trou noir, on trouve que l'instrument devrait être aussi grand que la Terre. Bon, ça paraît impossible. Vous imaginez bien qu'on ne va pas construire un télescope qui a la taille de la Terre. Enfin, c'est des dégâts comme ça sur la Terre. Oui, n'oubliez pas ça. Oui, c'est préoccupant. C'est même dramatique, mais bon, c'est pas la question pour le moment. Donc un télescope qui a la taille de la Terre, on ne peut pas le faire. Mais il y a une méthode géniale qu'on appelle l'interférométrie. Je ne vous explique pas ce que c'est, hein, évidemment, mais l'idée, c'est qu'en prenant plusieurs petits télescopes et en les faisant se parler les uns avec les autres, on peut faire comme si on avait un très grand télescope.
Et c'est vraiment important d'avoir un très grand télescope, parce que la qualité de l'image, elle est vraiment dictée par la taille du télescope. Si vous avez un petit télescope, vous avez une image de faible qualité. C'est les lois de la physique, c'est les lois de l'optique, c'est inévitable. Et donc là, en prenant plein de petits télescopes, et en les mettant, pourrait-on dire, en réseau, en les faisant parler les uns avec les autres, on arrive à simuler un seul télescope géant. Et ça, on sait le faire. Et pour ça, on n'a pas besoin de saccager la Terre. Et on est en train de le faire, et il y a des projets en cours qui devraient permettre, disons, dans les prochaines années ou décennies, d'avoir, ça c'est pas ça, hein, on n'a pas encore fait, mais d'avoir des images directes, si vous voulez, du trou noir Sagittarius à star, et donc de voir pour la première fois directement cet horizon d'événements, la surface du trou noir. Donc c'est un peu magique quand même, et ça c'est vraiment pour bientôt. Voilà. Mais on voit déjà beaucoup de choses hein, autour du trou noir de la galaxie, on voit déjà des phénomènes qui sont vraiment très subtils, mais on ne voit pas encore directement l'horizon, et ça, en faisant se parler ces petits télescopes, on devrait parvenir à le faire. Mais vous avez sans doute entendu dire qu'on pourrait aussi en faire des trous noirs, en fabriquer. Par exemple, le LHC, le grand accélérateur du CERN, c'est une usine à trous noirs. Ben, c'est pas vrai. Voilà. Si vous l'avez entendu dire, il faut changer de site web ou de magazine de vulgarisation, parce que c'est pas vrai. Alors, c'est pas complètement faux, au sens où cette possibilité a été envisagée. Moi-même, j'ai écrit des articles de recherche là-dessus. Mais il faut être très prudent. Le LHC, le grand collisionneur du CERN à Genève, n'a pas du tout été construit pour créer des trous noirs. Hein, d'accord ? Il a été construit pour voir le boson de Higgs, ça a marché. Et pour voir des particules nouvelles, qu'on appelle supersymétriques, ça n'a pas marché. Mais la production de trous noirs, c'est pas du tout l'objectif principal du LHC. C'est quelque chose qui aurait été sympa. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est très improbable. Parce que pour que ça ait lieu, pour que vraiment on fasse des trous noirs au LHC, eh bien, il faudrait pour ça qu'on vive dans un monde où il y a plus que 3 dimensions. X, Y, Z. Nous, on voit que 3 dimensions. Comment il se pourrait qu'il y en ait plus? S'il y en avait plus, on les verrait. Sauf si elles sont petites. Et regardez cet objet, tiens, là par exemple. Si vous regardez de loin, vous voyez un trait, une structure filiforme, à une seule dimension. Mais si vous êtes un acarien, c'est beau les acariens. Vous avez vu des photos microscope électronique? Non mais regardez, c'est génial. On est en train de fantasmer sur la vie extraterrestre, alors qu'on partage cette planète avec des millions d'espèces vivantes que généralement on ne regarde même pas et qu'on n'essaye même pas de comprendre. Regardez des photos d'acariens, vous verrez, c'est génial. Il y a des formes qui sont sidérantes de beauté et d'étrangeté. Bon bref, vous êtes un acarien sur l'objet là, ben, vous pouvez marcher par là, qui est la seule dimension qu'on voit de loin. Hein, on voit un fil de loin, mais vous pouvez aussi marcher par là. Donc l'acarien qui est à la surface de cet objet, il voit vraiment 2 dimensions. Une dimension comme ça, une dimension comme ça. Même si vous, de loin, vous voyez une seule dimension. Donc c'est un peu l'idée. Il se pourrait qu'il y ait des petites dimensions qu'on ne voit pas, petites mais pas trop petites, sinon ça ne marche pas. Et à ce moment-là, il serait possible qu'un accélérateur comme le LHC crée des trous noirs. Mais soyons absolument clairs, c'est hautement improbable. C'est ce qu'on appelle de la physique spéculative, c'est-à-dire que c'est des modèles qui ne sont pas stupides, mais qui sont quand même très bizarres et auxquels la plupart des physiciens, et moi le premier, ne croient pas vraiment. On les étudie, c'est notre métier de jouer avec l'étrangeté en tant que chercheur, mais on les étudie avec circonspection et avec mesure. Alors vous avez peut-être vu cette image-là, la Terre mangée par un trou noir. Ben, ça n'arrivera pas. D'abord parce que, comme je viens de vous le dire, c'est très peu probable qu'on forme des trous noirs auprès de l'accélérateur, donc si on ne fait pas de trous noirs, ben, on ne sera pas dévoré par les trous noirs. Et c'est dommage, hein, ça serait super qu'on en forme, ça serait génial parce qu'on a des détecteurs très puissants au LHC. Et si on arrivait à mettre au milieu des détecteurs les plus complexes jamais mis en œuvre par l'humanité, les objets les plus étranges qui existent dans l'univers, c'est-à-dire les trous noirs quantiques, oh, ça serait le Graal. Mais le Graal, vous savez, on ne le trouve pas souvent, on ne le trouve même presque jamais. Donc je crains que ça n'arrive pas. Mais si ça arrivait, ça serait merveilleux. Mais est-ce que ça serait dangereux? Donc est-ce qu'il y aurait ça? Je vous disais non. Pourquoi ça ne serait pas dangereux? Parce que les petits trous noirs, ils vont immédiatement s'évaporer. Donc ils ne vont pas du tout engloutir la Terre, au contraire, ils vont rayonner par effet Hawking. Est-ce qu'on en est sûr? Ah bah on a pu se tromper dans les calculs, mais on en est sûr quand même, parce que si le phénomène avait lieu au LHC, vous savez, il aurait déjà lieu dans la nature. Notre collisionneur là, il a des énergies qui sont plus petites que les énergies de certaines particules qu'on appelle rayons cosmiques, qui sont émis par des étoiles qui explosent par exemple, et qui vont taper l'atmosphère de la Terre. Donc si on devait former des trous noirs auprès du LHC, bah, ça se ferait déjà, puisque la nature fait déjà des collisions comme ça. Et donc si c'était dangereux, on serait déjà mort. Donc le simple fait que la Terre existe encore montre en quelque sorte que les collisions de particules si
ce qui est improbable. Elle crée des trous noirs, de toute façon ne crée pas de trous noirs dangereux, puisque ce que l'homme fait au LHC, le grand collisionneur, la nature le fait déjà dans l'atmosphère. Donc s'il y avait un aspect létal à ce processus, celui-ci se serait déjà révélé. Donc moi je serais ravi que ça arrive. En ce moment l'énergie du LHC est en train de monter, donc c'est pas tout à fait sans espoir, mais je pense que c'est extraordinairement peu probable, hélas. Donc si on cherche des trous noirs, il faut mieux se concentrer sur ceux qui sont formés par l'astrophysique plutôt que ceux que nous serions capables de former auprès des grands collisionneurs, parce que honnêtement, entre nous, je crois qu'on va échouer. Mais on sait faire ce qu'on appelle des trous noirs analogues. Alors je ne vais peut-être pas vous dire ça en détail, juste un mot, avec des fluides. Ouais. Et ben, on arrive à faire des systèmes qui ressemblent à des trous noirs, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas la lumière qui est incapable de s'en aller, c'est le son qui est incapable de s'en aller. Donc ce n'est pas un horizon d'événements, c'est un horizon sonore. Mais ça se comporte exactement comme un trou noir. C'est magnifique, c'est des expériences très dures à faire et très belles, et on trouve l'évaporation des trous noirs. On la voit pas avec des vrais trous noirs, mais avec des faux trous noirs qu'on appelle trous noirs acoustiques. Vous voyez ? Et donc ça donne quand même confiance, quoi. On est en train de se dire que la science des trous noirs est sous contrôle parce que les faux trous noirs se comportent exactement comme le prédit la théorie pour les vrais trous noirs. Donc tout cela devient remarquablement cohérent. Trou noir et gravitation quantique, c'est quoi cet objet-là? Oh, je suis gonflé de vous parler de ça quand même, hein. Mais tant pis, j'ai confiance en vous. La théorie d'Einstein, c'est magnifique, je vous l'ai dit, c'est remarquable. Mais la physique quantique, c'est remarquable aussi. Et le problème, c'est que ces deux théories, pour faire très simple, hein, la théorie qui marche pour l'infiniment grand, celle d'Einstein, et celle qui marche pour l'infiniment petit, la physique quantique, sont incompatibles l'une avec l'autre. Elles sont incompatibles, si vous voulez, parce qu'elles ne disent vraiment pas la même chose sur le réel. Le temps, par exemple, c'est pareil que l'espace en relativité, je vous ai dit, on peut changer du temps pour de l'espace. Alors qu'en physique quantique, le temps et l'espace, ça n'a rien à voir. Ou alors on pourrait dire aussi la relativité, c'est une théorie géométrique. Vous voyez, tout est dans la déformation de l'espace, ou la déformation du champ gravitationnel, c'est pareil. C'est vraiment une vision de géomètre, on dessine des figures. Mais en physique quantique, ça ne peut pas être géométrique. Il y a une espèce d'indétermination comme ça, un principe fondamental qui dit que la théorie n'est pas géométrisable. Donc il y a vraiment une tension entre les deux. Et pourtant il faut bien les unifier, parce que si on veut décrire les petits trous noirs, à la fois c'est relativiste, pour les raisons qu'on a expliquées pendant une heure, mais c'est aussi quantique, parce que quand ils sont petits, forcément le monde quantique commence à s'inviter dans la partie. Donc il faut qu'on utilise les deux en même temps, mais on ne sait pas le faire. Alors il y a des idées. Il y a une idée très connue qu'on appelle la théorie des cordes. Alors la théorie des cordes, c'est une belle théorie qui essaye d'unifier toutes les interactions fondamentales, toutes les particules. C'est une sorte de théorie du tout, si vous voulez. Elle est magnifique, elle est géniale, mais on ne sait pas du tout si elle est vraie, parce qu'elle exige des hypothèses, c'est-à-dire des paris, si vous voulez, des paris qui sont extrêmement lourds et qui, à ce jour, ne sont pas du tout vérifiés par l'expérience. Donc c'est une idée qui est très élégante, très inventive et très cohérente, mais qui pour l'instant n'est pas du tout soutenue par des observations ou par des expériences. Mais alors il y a aussi des dimensions supplémentaires en théorie des cordes, hein, comme ce que j'évoquais tout à l'heure. Et la théorie des cordes, elle a quand même quelque chose à dire sur les trous noirs. Donc tout le paradoxe de l'information que j'évoquais tout à l'heure, on ne sait pas bien où l'information est stockée, eh bien en théorie des cordes, on peut le résoudre. Ça c'est quand même formidable. C'est-à-dire qu'en théorie des cordes, on arrive à comprendre ce qui se passe pour l'information des trous noirs. Je ne vous dis pas comment, c'est lié à des objets compliqués qu'on appelle les débranes, qui sont les endroits où les cordes se finissent. C'est pas essentiel, disons qu'il y a une manière de comprendre où est l'information pour ce type d'approche. Puis il y a une théorie concurrente, moi sur laquelle je travaille, inventée par Carlo Rovelli, qui s'appelle la gravité quantique à boucle, et qui est une espèce de manière plus simple de concilier le monde d'Einstein et le monde de la physique quantique, avec pas beaucoup d'hypothèses supplémentaires, mais avec moins d'ambition. Voilà, c'est pas une théorie du tout. C'est juste une théorie qui essaye de comprendre comment l'espace-temps, la géométrie, la gravité, tout ça c'est pareil en fait, deviennent quantiques, c'est-à-dire un peu aléatoires, un peu délocalisés, un peu stochastiques. Stochastique, ça veut dire au hasard. Voilà. Alors qu'est-ce que ça change ça? Eh ben, sur un modèle inventé par Carlo Rovelli, Francesca Vidotto et sur lequel je travaille aussi, en fait ce qu'on dit c'est que les trous noirs sont peut-être pas des trous noirs. En fait ce qui se passe, c'est que peut-être que les trous noirs sont des objets qui sont en train de rebondir, ils sont des espèces de trous noirs au départ et puis ensuite ils deviennent des trous blonds, c'est-à-dire que des objets duquel on peut sortir mais dans lesquels on ne peut pas rentrer.
Un peu comme l'univers, dans le modèle standard, il y a eu un Big Bang, puis l'univers a grandi. Et dans notre modèle à nous, avant le Big Bang, il y aurait eu une phase de contraction de l'univers, un grand rebond, et puis ensuite la phase d'expansion dans laquelle on se trouve. Alors soyons clairs, hein, là je vous parle de choses spéculatives, je ne sais pas si c'est vrai, mais comme on a beaucoup évoqué la physique bien connue, je veux terminer avec de la physique en train de se faire. Donc c'est vrai, c'est faux, on verra bien, mais l'idée dans notre modèle, c'est que peut-être qu'en fait les trous noirs sont des objets en train de rebondir, et ça résout aussi le paradoxe de l'information, parce que du coup, ce qui est rentré dedans va ressortir vers l'univers. Vous voyez bien, mais s'il rebondit, c'est que le trou noir devient un trou blanc. Pourquoi on ne les voit pas, les trous blancs? Bonne question. Pourquoi on ne les voit pas? Ben, ça dépend le temps que prend le rebond. Le temps, si vous le mesurez en étant sur le trou noir lui-même, c'est extrêmement rapide. Le rebond, il va se faire en quelques fractions de secondes. Mais rappelez-vous, il y a la dilatation du temps. Et si vous regardez la même chose de loin, dans votre télescope, vous allez trouver que le temps de rebond, en fait, il est beaucoup plus grand que l'âge de l'univers. Et donc la raison pour laquelle, dans ce modèle, on ne verrait pas les trous noirs en rebond, c'est simplement à cause de l'effet de dilatation du temps dans le champ gravitationnel, qui fait que l'observateur lointain verrait les trous noirs comme figés dans leur rebond, alors qu'en réalité, mesuré par eux-mêmes, le rebond serait très rapide. Ça paraît étrange, hein, mais c'est comme ça. C'est un peu comme la question, si vous voulez, du volume interne d'un trou noir. Est-ce qu'il y a beaucoup de place dans un trou noir? Bonne question, ça aussi. Hein. Ben oui, en fait. Suivant une certaine manière de mesurer, qui est physiquement légitime, vous voyez qu'un trou noir qui ferait par exemple 3 km de diamètre, pour la masse du Soleil, eh bien le volume à l'intérieur de ce trou noir pourra être, après un certain temps, parce que ça dépend du temps, plus grand que la taille de notre univers observable actuel. C'est pas contradictoire. La manière de mesurer de l'extérieur et le volume interne, eh bien en relativité, c'est des choses très différentes. C'est pas du tout comme la géométrie que vous apprenez à l'école, hein, donc utilisez pas les résultats que je vous dis là quand vous faites vos DS de maths, mais sachez que dans un trou noir, on peut avoir un volume extraordinairement grand à l'intérieur, même si, vu de l'extérieur, son rayon c'est quelques kilomètres. Ça c'est une des belles étrangetés de la relativité. Ça, ce que je viens de dire à l'instant, là, c'est pas spéculatif, hein. Ça c'est de la relativité normale. Et je vais finir avec les trous noirs en rotation. Parce que je vous ai parlé que des trous noirs dits de Schwarzschild, ceux qui sont à l'arrêt, mais il y a aussi ce qu'on appelle les trous noirs toupies. Les trous noirs qui tournent sur eux-mêmes, on appelle ça des trous noirs de Kerr. Et en fait, c'est les vrais trous noirs. Parce que dans le monde réel, les objets ils tournent. Pourquoi ils tournent d'ailleurs? La réponse c'est pourquoi pas. Parce que ne pas tourner, c'est une situation très improbable, très spéciale. Et quand les objets astrophysiques se forment, eh bien la plupart du temps, pendant qu'ils se forment, ils sont en train de tourner. Et donc il est tout à fait normal qu'ils conservent ce moment angulaire, hein, comme on appelle cela, parce qu'il n'y a pas de frottement dans l'espace. Donc la plupart des trous noirs, vraisemblablement, sont en train de tourner, ce sont des trous noirs de Kerr. Et ce qui est génial, c'est que ça change beaucoup de choses. Et que les trous noirs de Kerr, en fait, sont beaucoup plus compliqués que ceux que j'ai décrits jusqu'à maintenant. Je donne juste 2 ou 3 exemples. Le premier exemple sympa, c'est qu'il y a une zone qu'on appelle l'ergosphère, qui est à l'extérieur du trou noir, à l'extérieur de l'horizon, et pourtant, dans cette zone-là, on est forcément entraîné. Même si on a des moteurs de fusée arbitrairement puissants, on ne peut pas contrer la rotation du trou noir. Parce que c'est l'espace-temps lui-même qui est en train de tourner, et ce qui est vraiment remarquable, c'est que cet effet n'est pas compensable par aucune force physique à votre disposition, alors même que vous êtes encore à l'extérieur. Ça, il n'y a pas d'analogie pour le trou noir de Schwarzschild qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que dans les trous noirs en rotation, la singularité n'est plus un petit point, mais ça devient un anneau. Et donc cet anneau, il est en théorie potentiellement traversable. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que vous ne vous acheviez pas sur la singularité centrale du trou noir de Kerr. Puis il y a un phénomène très intéressant qui a été compris par Roger Penrose, un des plus grands physiciens mathématiciens encore vivants, qui est le fait que l'énergie du trou noir en rotation, eh bien, on pourrait éventuellement l'extraire. Ça ferait une énergie propre. Il faut y penser à ça en ce moment. Bon, pas concrètement, hein, parce que ça, on n'a pas de trou noir de Kerr autour de nous. Mais en théorie, on pourrait trouver une manière d'envoyer des objets dans l'ergosphère, la zone qui tourne autour du trou noir de Kerr, de façon que l'objet revienne vers nous avec une énergie plus grande que celle à laquelle on l'a envoyé. Et donc, on aurait extrait de l'énergie de rotation du trou noir. Et ça encore, ça n'a pas d'équivalent pour le trou noir de Schwarzschild qui ne tourne pas. Donc vous voyez que ça enrichit énormément notre vision des choses. Alors je vous montre juste un petit diagramme compliqué, mais c'est pour aller vite. Ce qui est dessiné ici en bleu, c'est la trajectoire d'une particule, ou d'une personne, ou d'une fusée. Et ça, c'est un trou noir qui tourne, un trou noir de Kerr. Et vous voyez qu'a priori, comme on n'a pas le droit ici de s'écarter de plus de 45 degrés, on peut, sans violer les lois de la physique,
rentrer dans le trou noir, passer dans un trou de verre, ressortir dans un trou blanc. Donc, j'explique pas le détail mathématique, mais ce que montre ce schéma, qui n'a d'intérêt ici que par sa beauté en fait, parce que je ne vous donne pas les règles du jeu, donc vous ne pouvez pas jouer, mais je le trouve esthétiquement parlant. Eh bien, ce que montre ce diagramme de Penrose, c'est qu'en fait, en théorie, il serait même possible d'utiliser les trous noirs en rotation pour visiter d'autres univers. Alors ne prenez pas ça trop au sérieux, parce que ce sont vraisemblablement des artefacts mathématiques. Des artefacts, ça veut dire des fantômes, si vous voulez, mathématiques, et certainement pas des objets ou des structures réelles. Mais en tout cas, à étudier, c'est fascinant, et ça vous montre que les trous noirs réels, c'est-à-dire ceux de droite, les trous noirs de Kerr, sont beaucoup plus riches que les trous noirs à l'arrêt, ceux de Schwarzschild, qui ont un diagramme beaucoup moins clair et pour lequel on est obligé de venir mourir sur la singularité. Vous voyez qu'ici, on ne rencontre pas cette ligne hachurée horizontale, et donc la ligne d'univers suivie par la particule pourrait éventuellement mener vers d'autres mondes. Donc les trous noirs de Kerr pourraient donner naissance à ce type de situation avec des ponts d'Einstein-Rosen, c'est-à-dire des trous de verre entre différentes zones de l'univers, qui sont probablement plus des étrangetés mathématiques que des structures réelles, mais en les étudiant, on comprend quand même des choses sur le monde, et donc ça mérite d'être regardé de plus près. Bon voilà, j'espère que je n'ai pas été trop technique, mais en tout cas, juste le dernier truc que je voudrais vous dire pour finir, c'est, bon c'est merveilleux, non? Enfin, je trouve que la science dit des choses tellement belles sur les trous noirs, qui sont eux-mêmes des objets paroxystiques, c'est-à-dire incroyables, quoi, au-delà qui poussent dans leur retranchement, nos théories. Mais même si vous aimez la science, et je suis tellement content que vous aimiez la physique, n'oubliez pas que la science ne dit pas tout, ne négligez pas les arts, ne négligez pas la littérature, et puis même sur les trous noirs, vous savez, Jean Genet, Arthur Rimbaud, Fernando Pessoa, les grands poètes ont dit parfois des choses qui sont plus justes, ou au moins aussi justes et aussi profondes que ce que dit la physique théorique. Donc n'atrophiez pas le réel, aimez désespérément la science, c'est mon conseil, comme moi et comme beaucoup d'autres, mais pas que la science, parce que le monde il est multiple, et il y a tellement d'autres manières de l'appréhender, de le faire fonctionner et de le comprendre. Bah, peut-être on va discuter un peu, je vais couper l'enregistrement et puis on parle et vous me dites si vous avez des questions, et j'espère que oui.